2 immeubles s'effondrent en plein centre-ville de Marseille. Scène inouïe ce matin. L'un des 2 immeubles n'était plus habité. Les sauveteurs sont évidemment toujours sur place. Il y en a 8 qui sont morts. Il pourrait y en avoir d'autres vu l'état du logement à Marseille. Cette situation exceptionnelle est l'aboutissement de plusieurs décennies d'une politique municipale indigne. L'automne que nous avions eu, où il avait plu abondamment, a peut-être aussi contribué. C'est pas la raison majeure, bien entendu. C'est que ces immeubles étaient dans un tel état. C'est tout le monde pareil, ça tient depuis 1000 ans. Voilà, on laisse faire, quoi. Si tu veux habiter dans le premier à Marseille, il faut accepter que les immeubles sont pourris. Maël ? J'étais en train de lire ton SMS là. Ah, c'était à te dire, mais ça va ? Depuis le drame du 5 novembre dernier, les réunions sont quasi quotidiennes pour ces 2 habitants de la rue d'Aubagne. Là, Oui, ça a donné son... ça fait trembler pour l'instant. Au niveau des manifs. Kevin a cofondé un collectif de citoyens pour soutenir des Marseillais comme Maël, propriétaire d'un appartement au 69 de la rue d'Aubagne. Nous, la réalité depuis, parce que nous, notre bâtiment a été détruit, enfin déconstruit, c'était toutes les démarches administratives, l'assurance, tout ce qu'il fallait faire dans une urgence et où on n'était pas aidé sur cette partie-là. On a été aidé sur du relogement. Voilà ce qu'il reste de son habitation. Déconstruite par les pompiers pour pouvoir fouiller en toute sécurité les décombres des numéros 63 et 65. Le 5 novembre 2018, cette artère principale du quartier de Noailles devient une blessure. À l'heure où nous parlons, ces immeubles se sont effondrés. Ce qui compte, c'est qu'on trouve le moins de morts possible, mais nous pensons qu'il y en aura. 4 corps sont découverts dans les toutes premières heures des recherches. Au total, 8 habitants ont perdu la vie. Un séisme dans ce quartier populaire du centre de Marseille. Le 5 novembre, ça a mis quelques heures, en tout cas pour ma part, ça a mis quelques heures avant de réagir et de comprendre en fait ce qui s'était réellement passé et à comprendre qu'il y avait des gens qui cherchaient leurs potes, en fait, leur famille, qui étaient là en bas des immeubles effondrés. Dans la liste des victimes, par exemple, il y a différents types de précarité. Il y a un artiste, il y a une étudiante, il y a des personnes d'origine étrangère ou étrangère. La question du logement, en fait, ça s'effondre sur tout le monde, quoi, et ça ne regarde pas au porte-monnaie ni au diplôme, quoi. Épinards de Provence, les épinards bonjour. Jolis épinards. Même en Afrique, ça ne pousse pas, ces épinards. Même à Varsovie, ça ne pousse pas. Épinards, monsieur, combien vous en voulez? Allez, profitez, allez, qualité, allez, profitez, allez. Allez, profitez, allez, ça peut pas tous les motifs, allez. Regardez ça. Voilà, ça c'est un magret de canard fait maison. Ça va? Ça va, doucement. Ça c'est l'affaire en 1924. Et là, actuellement, dans ce quartier, vous êtes dans l'ancien ventre de Marseille. Sa boucherie, Yves Bossens l'a installée dans les années 80 au cœur de Noailles. Aujourd'hui, il préside le comité d'intérêt de quartier et se définit lui-même comme un observateur. C'est quand même un quartier cosmopolite avec une population très intéressante et c'est ce qui fait la richesse de Noailles. Parce qu'il faut la garder, cette mixité. Pour moi, elle est indispensable. Au fil du temps, le quartier s'est paupérisé. Il faut que tu viennes me changer la serrure. Le cadre de vie s'est dégradé.
Il y a longtemps qu'il est dans le quartier, depuis quand il est là. 40 ans que je suis là. 40 ans qu'il est là. Vous voyez, les gens qui sont là, qui connaissent, qui voient, qui ont vu l'évolution, c'est ça qui est important, justement. Là, c'est mort, le quartier. Toutes les dents qui bougent, il y a le mur qui est fissuré, partout. Regarde. Monte un peu plus haut, tu vas voir. Regarde les murs. C'est mort. Le quartier a été abandonné. Il a fallu qu'il y ait cette catastrophe pour qu'on prenne conscience de la situation. Bonjour. Bonjour. La catastrophe a profondément marqué habitants et commerçants. Vous savez, dans cette affaire-là, dans cette catastrophe qui a touché notre cœur de ville, qui a eu des morts, eh bien, je me sens un peu responsable. Je ne suis pas politique, mais je pense que les associations et les comités d'intérêt de quartier, je pense qu'on aurait dû manifester avant que ça arrive. Vous êtes pour rien. Non, mais je pense... Vous faites tout. Je pense que si on avait manifesté, monsieur, ça aurait été un déclencheur. Je dis bien peut-être un déclencheur. Après la tristesse et le temps du deuil, la colère prend le dessus. Nous sommes morts! Marseille en colère! Nous sommes morts! Marseille en colère! Nous sommes morts! Marseille en colère! Nous sommes morts! Marseille! Bonjour à tous, on est la famille de Chérif, on vient de revenir d'Algérie, de son enterrement. Nous, il est parti, c'est trop tard, mais on vous aidera, on sera présent avec vous jusqu'au bout. Il a fallu malheureusement du temps à Marseille pour se réveiller de tous les problèmes que la ville cachait pendant des années, mais ça s'est fait aujourd'hui. 8 personnes, 8 familles sont encore en deuil, on n'arrive pas à s'en remettre et on s'en remettra jamais. Il faut continuer, battez-vous. C'est pas normal de vivre encore dans des conditions pareilles. Cette colère est dirigée contre le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, accusé d'avoir laissé la situation se dégrader. Cette situation exceptionnelle est l'aboutissement de plusieurs décennies d'une politique municipale indigne qui a délaissé les habitants de la ville, particulièrement les plus pauvres, au profit du tourisme et à la volonté de favoriser les populations les plus riches. L'une de ces rares prises de parole, quelques jours après le drame, n'a pas réussi à apaiser les critiques. Vous vous rendez compte que pour le numéro 63 de la rue d'Aubagne, il nous a fallu 10 ans de procédure pour que les gens qui occupaient ces logements s'en aillent, parce que justement il y avait un danger. 10 ans. Par conséquent, il est temps que le législateur, sous l'autorité du gouvernement, modifie ces procédures qui sont trop longues, trop coûteuses. C'est sa responsabilité qui est pointée du doigt. Vous démissionnez? Vous croyez que le capitaine y démissionne quand il y a une tempête? Allez, bonne journée. Et cette tempête s'abat sur toute la ville. Dans les heures qui suivent l'effondrement du 5 novembre, le périmètre de la rue d'Aubagne est vidé de ses habitants. Dans d'autres quartiers, des centaines de Marseillais et de Marseillaises sont délogés. Près de 2000, au total en 3 mois. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé Balance ton taudis reçoit un immense succès. L'opération est lancée par des associations et le quotidien La Marseillaise. Chaque citoyen est appelé à dénoncer l'indignité de son habitat. On considère qu'il fallait dresser un portrait vivant de ce mal logement qui est dans notre ville et qui dépasse très largement les pages désincarnées des rapports d'experts. Et donc, nous voulions aussi que par cette libération de la parole, puisque beaucoup de ces familles qui vivent dans des conditions indignes avaient honte de vivre dans ces conditions, alors que ce sont plutôt les marchands de sommeil qui devraient avoir honte, cette fois avaient carrément peur que leur toit leur tombe sur la tête.
Le toit qui tombe sur la tête, c'est ce qu'ont presque vécu ces 2 étudiants. En septembre dernier, ils emménagent en colocation dans cet immeuble du centre de Marseille, avant d'en être évacués 2 mois et demi plus tard. Voilà, ça c'est la vidéo des voisins du dessus. Donc eux, c'était début octobre que ça a coulé comme ça. Jamais vu ça. Oh, c'est comme si on était dehors, là. Ça a continué, jusqu'à ce qu'on ait de l'eau dans les murs, du coup, les prises électriques, le plafond. Et nous, on avait carrément des fissures qui apparaissaient de partout, dans le placo, dans les murs, dans le plafond. Bon, l'appartement était refait à neuf, tout était nickel, etc. La propriétaire nous avait prévenu qu'il y avait déjà eu des dégâts des eaux et de la prévenir au cas où. Elle m'avait dit que c'était il y a 3 ans et des travaux devaient être faits par le syndic et les propriétaires avaient payé ces travaux, etc. Mais les travaux apparemment n'ont jamais été faits. Depuis fin novembre, un arrêté de péril interdit l'occupation de cet immeuble. Marjorie a décidé de ne plus se taire tout en restant anonyme. Elle a aussi posté ses photos sur Twitter. Je ne l'ai pas fait avant parce que, par fierté, je pense, de honte aussi, de montrer en direct où on vit, ce qu'on vit. J'ai toujours été réglo envers mon propriétaire, j'ai toujours payé mes loyers. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises pour lui dire que j'en peux plus, j'en ai marre. Et là, je me suis dit non, il faut que j'arrête de fermer ma bouche et il faut que je me réveille un bon coup pour pouvoir me faire entendre. Ces poutres soutiennent les balcons sur la façade intérieure. Des fissures inquiètent fortement cette locataire d'un appartement au tout dernier étage de l'immeuble. Ça fait 11 ans que je suis là, donc quand je suis arrivée, il était tout rénové, donc après les fissures se sont apparues. Il y a 3 ans, on va dire 3-4 ans, allez. Des fissures, là. Alors ma salle de bain, bien évidemment, vous la voyez propre, parce que toutes les semaines, voire tous les 15 jours, j'envoie de la javel, parce qu'il y a des moisissures, champignons. Avant que, malheureusement, ce qui est arrivé à la rue d'Aubagne, on n'imagine pas le danger qu'on peut encourir. C'est là où on se dit, non, mais effectivement, ça peut nous arriver à nous aussi. Le drame de la rue d'Aubagne déclenche un vent de panique à Marseille. Les inspections se multiplient frénétiquement. En 3 mois, 230 bâtiments menaçants sont expertisés. Près de 2000 personnes évacuées de leur logement pour cause de périls graves et imminents ou parfois par simple principe de précaution. Chacun de ces cas est répertorié grâce à l'enquête Balance ton taudis. Plus les signalements arrivaient à Balance ton taudis, plus il y avait d'évacuations. Donc des évacuations qui évidemment sortaient les gens qui étaient dans des conditions de vie indignes, et donc ça c'est positif, mais qui ensuite demandent toute une gestion des pouvoirs publics. Parfois, ça se fait aussi de façon illégale, c'est-à-dire qu'on vire les gens de chez eux, il n'y a pas de documents officiels et toute cette gestion-là de crise est très mal gérée par les institutions. Ça a commencé aussi l'idée de l'enquête citoyenne et de la donnée pour à la base aussi réclamer les arrêtés de péril de la mairie qui n'étaient pas publiés, donc ça a permis aussi de secouer un peu les institutions. Évacué en partie début novembre, le 37 rue Tubano, à quelques mètres de la Canebière, est enfin condamné par ce cadenas depuis 1 semaine. L'arrêté de péril s'est fait attendre, publié plus de 2 mois après l'expertise. Pourtant, les constatations glacent le sang. Toiture, la poutre centrale risque de s'effondrer, risque de chute des tuiles et infiltration d'eau. Il y a beaucoup d'insalubrité dans les parties communes. 4e étage gauche, salle d'eau. Une lourde charge sur la partie déjà affaissée pourrait conduire à un grave danger d'effondrement du plancher. Voilà comment je rentre chez moi. Et celle-là, pareil. Un peu moins, enfin, elle bouge un peu moins, mais elle frotte aussi. Le 8 novembre dernier, Alice est expulsée. Celle-ci. Quelques jours après, elle nous montre l'état de son appartement, ses inquiétudes
était bien fondée. Pour commencer, un jour, je vais dans ma douche et je lève la tête et je vois ça. Ouais, ça, c'était pas là du tout. Oh bah tiens, avec la lumière, on peut même voir des taches de moisie vertes. Et le sol, il fait comme ça, vers là, là. Vraiment, si tu mets une bille, elle roule comme ça, direct dans le coin. T'as traces d'humidité, il y a des tuiles qui manquent, il y a plein de fissures. Et donc, c'est vraiment par là que l'eau, elle rentre, en fait, tu vois. C'est dégueu. L'expert, il nous a annoncé que le toit datait d'origine de la construction de l'immeuble, et donc au moins un siècle. Donc le toit a fait 2 guerres, quand même. Tu vois, si je fais ça, ça tient pas. Donc pour qu'elle ferme, et tu sens que ça frotte en haut, ça frottait pas en haut avant. C'est flippant, hein. Je suis restée parce que, voilà, encore une fois, c'est Belzins, c'est tout le monde pareil, ça tient depuis 1000 ans. Voilà, on laisse faire, quoi. Voilà, on laisse faire. On trouve ça normal, en fait. Si tu veux habiter dans le premier à Marseille, il faut accepter que les immeubles sont pourris, en fait. Voilà. Ça, c'est du salpêtre. Donc, c'est genre une moisissure, un champignon qu'il y a dans les caves très, très humides. Et là, bah, c'est sous le palier, tu vois. Donc, Cet immeuble, typique du centre de Marseille, est un cas d'école de l'insalubrité, déjà frappé de péril il y a 3 ans. On a des enfants qui sont passés à travers cette partie, qui jouaient dans un dressing, et ils ont sauté un peu trop fort. Ils ont atterri dans les escaliers, 6 mètres plus bas. Fort heureusement, je sais pas comment, mais ils ne sont pas morts, ils ont rien. Et là, la nouveauté... Ah, bah ouais, bah là, tu peux bien le voir, parce qu'en plus, il a plu. Tu veux faire un château de sable? Parce que c'est la même texture que le sable que tu prends pour le château de sable, quoi. Et donc, tout l'interphone, il est en train de se décrocher, là, depuis qu'il pleut. Regarde. C'est pour ça que c'est trempé, en fait. Là, hop. Donc, en fait, je me demande comment ça tient encore. Depuis toujours à Marseille, les étals des pêcheurs fleurissent pour vendre le poisson frais de la Méditerranée. La cité phocéenne s'est construite autour du vieux port. Ici, la vue sur mer ferait presque oublier la qualité de l'habitat. Un panorama unique sur la Méditerranée que Corinne Vezzoni a choisi pour exercer son métier d'architecte. Que ce soit les quartiers nord ou les quartiers sud, énormément de population a cette vision sur la mer. Et ça, c'est assez rare. Et je pense que ça donne une attitude différente. On a le sentiment que le paysage est si fort, que cette rade est si puissante, que la nature est si puissante, que tout le reste n'existe pas. Curieusement, il n'y a jamais eu une grande attention pour la qualité du bâti. Vous le voyez ici, on est dans un quartier qui est quand même un quartier chic. Eh bien, le bâti ne l'est pas. Malgré tout. C'est une vraie question que peut se poser Marseille, c'est comment garder sa personnalité, son caractère fort, ne pas redevenir comme toutes ces villes aseptisées. Et le retard qu'elle a, à mon sens, peut être une vraie force. Ces 10 dernières années, le vieux port a fait peau neuve. Le Fort Saint-Jean aménagé a accueilli à ses côtés un musée d'exception. Le MUSEM, c'est devenu aujourd'hui le bâtiment représentatif, symbolique de la ville de Marseille. C'est un bâtiment qui est vu de partout, sur les revues, sur les documents officiels. Enfin bon, c'est un bâtiment qui a un très gros succès et c'est un très beau bâtiment. André Jolivet est un architecte militant. Élu d'opposition en mairie d'arrondissement, il se bat depuis toujours pour la construction de logements sociaux dans le centre et pour remettre les habitants au cœur des décisions.
On a développé une certaine partie de la ville, dans l'espoir que le tourisme allait y venir, dans l'espoir qu'il allait avoir un développement différent, dans l'espoir qu'on allait changer, y compris la sociologie de la ville, et de faire de cette ville de Marseille, qui est malgré tout une ville pauvre, une ville pour riches. Voilà. Or, moi je suis de ceux qui pensent que sa pauvreté, c'est aussi sa richesse, et que c'est cette question-là qu'il faut travailler. La mobilisation de la population aujourd'hui, elle est directe par rapport au relogement nécessaire, par rapport à tous les immeubles qui ont été vidés. Mais surtout, il faut garantir absolument que les gens qui étaient là au début soient les premiers relogés quand on recommencera. S'il y en a qui veulent partir de leur propre chef, ça sera leur droit, mais la majorité veulent rester, et il faudra qu'elle reste. Ce droit au retour, dans le quartier populaire de Noailles, c'est l'une des nombreuses revendications des associations engagées dans cette crise du logement. Elle continue régulièrement ses actions symboliques pour ne pas faire tomber aux oubliettes les morts de la rue d'Aubagne et pour peser sur les décisions politiques. La mairie ne répond plus. Dialogue difficile à établir. La confiance semble s'être brisée. Alors Arlette Fructus, en charge du logement et de la rénovation urbaine, souhaite répondre aux inquiétudes sur l'avenir du quartier de Noailles. À aucun moment, il y a l'idée de vouloir changer le cœur de la ville. On est vraiment complètement mobilisés pour qu'on trouve les bonnes solutions, les bons accompagnements, et que les habitants du cœur de la ville aient le sentiment que non seulement ils reviendront, mais ils reviendront dans de meilleures conditions. C'est plus facile de construire ex nihilo. Ça a effectivement un poids économique certain, mais enfin on sait où on va. Par contre, travailler sur de la réhabilitation, c'est un autre travail, mais en réalité, derrière, il y a la sécurité des habitants. C'est pas de la peine de faire de la réhabilitation si on n'a pas sécurisé le bâti. Et si cette sécurisation passe par une démolition, il faut qu'on puisse l'envisager. Pourtant, aujourd'hui, certains projets font craindre une gentrification du centre-ville. À l'image de cet hôtel de luxe en travaux à l'entrée du quartier de Noailles. Réhabilité pour changer la population d'un quartier, 14 ans après son lancement, le projet de la rue de la République reste un échec. L'artère rénovée ne parvient pas à attirer les plus aisés. Les autres n'ont plus les moyens de s'y installer. Regardez ça. Ça, c'est tout fermé. C'est tout fermé. Regardez ça. Mais regardez ça. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces fenêtres, moi. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas des gens. Il n'y a pas des Marseillais. Il n'y a pas la population populaire qu'il y avait avant. On l'a fait partir. Aujourd'hui, un logement sur 10 reste vacant. Seule la moitié des surfaces commerciales sont occupées. Ce qu'on ne veut pas, c'est la même chose pour le quartier Noailles. On ne veut pas que le drame du 5 novembre soit l'occasion d'une épuration sociale dans le centre-ville. Ça veut dire d'un transfert de population qu'on mettrait n'importe où et qui n'aurait même pas le droit de revenir parce qu'on n'aurait pas fait de logement social. On veut du logement social accessible dans Noailles. On veut aussi accompagner des petits propriétaires parce que c'est normal de les accompagner à réhabiliter leur maison. Et ça montrerait la volonté politique d'agir en matière de mal logement. Cette volonté politique a en tout cas été affichée par le ministre du Logement. Julien Denormandie est revenu à 2 reprises à Marseille depuis l'effondrement, et notamment rue d'Aubagne. On voit des fissures en diagonale qui laissent supposer que les 2 murs qui bordent le 81 se sont légèrement affaissés. L'État apporte son aide.
Une enveloppe de près de 300 millions d'euros pour rénover l'habitat, mais pas sans contrôle. J'ai demandé à ce qu'un suivi très fin, quotidien, très méthodique soit mis en place. Et ce suivi, il sera piloté ici par le préfet. Pendant de longues semaines, le maire de Marseille est resté invisible et muet. Une stratégie vaine. La rue d'Aubagne continue de le hanter. Ce drame, qui a coûté la vie à 8 habitants, restera à jamais gravé dans ma mémoire de maire et il le restera tout autant dans ma vie d'homme. Vous connaissez l'histoire, mais permettez-moi, comme vous la connaissez par cœur, laissez-moi sortir de la rue d'Aubagne. Difficile de sortir sans affronter la tempête populaire. Au terme de 24 années de mandat, Jean-Claude Gaudin arrive au crépuscule de son règne. Mais pour les Marseillais, l'histoire ne s'arrête pas là. Demain, dans la plus ancienne ville de France, le soleil de la Méditerranée se lèvera à nouveau.